Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais revenir sur un film qui m'a particulièrement marqué ces derniers temps, et qui est disponible sur la plateforme Shadows, que je vous conseille incessamment sous peu, pour ne pas dire immédiatement d'aller découvrir, tant elle est riche de pépites, et d'ailleurs 2 pépites très intéressantes sont sorties ce mois-ci, à savoir Skinamarink, rebaptisé The House, de Kyle Edward Ball, dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais également ce mégalomaniaque de Karim Ouelaj, duquel je m'en vais immédiatement vous parler avec énormément de passion, si je puis dire, et d'amour, parce que c'est un film qui m'a énormément touché. Je prétendrai pas ici à une analyse à proprement parler, puisque c'est un retour, si je puis dire, un petit peu à chaud, parce que je ne l'ai pas revu depuis, je l'ai pas vu plusieurs fois, je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais l'idée c'est de vous faire découvrir la chose, de vous donner envie de découvrir, et pourquoi pas, hein, peut-être d'ici quelques temps, revenir sur une analyse plus complète. Là, je vais juste tisser peut-être quelques fils, tirer quelques fils plutôt, ou mener quelques peut-être pistes de réflexion, mais décrire la chose, encore une fois, pour vous amener à vouloir le découvrir, parce que c'est important. C'est un film, donc pour le coup, je n'ai pas précisé, belge, et je trouve que c'est important, le genre francophone, si vous voulez, il n'y en a pas forcément beaucoup, on a déjà parlé sur la chaîne de toute façon, là on en reparle actuellement avec Jules Melon, notamment sur nos chroniques autour de Xavier Jean, le cinéma de Xavier Jean, donc le cinéma francophone c'est pas simple. Alors en Belgique il y a vraiment un vrai vivier à réalisateurs de genre. Alors Karim Ouelaj, au passage c'est important peut-être de le préciser, c'est son 4e long métrage, et le monsieur ne s'est pas tout de suite lancé dans le cinéma de genre. Alors moi j'ai pas vu le reste, hein, je me suis vraiment renseigné, mais ce que je viens de découvrir me donne très fortement envie d'aller découvrir ce qu'il a pu faire d'autre. Pour le coup, c'est sa 2e incursion véritablement dans le genre à proprement parler, et dans le fantastique qu'il avait déjà évoqué, paraît-il, dans un court-métrage qui s'appelle L'œil silencieux, que je vais vers lequel je vais me précipiter évidemment, parce que ça me tente vraiment de voir sa première incursion. C'est un vrai fan de fantastique, mais d'après ce que j'ai pu lire ça et là, l'idée c'est de passer par du cinéma plus classique dans un premier temps, pour faire ses armes, pour ensuite arriver, plus mature si je puis dire, au fantastique, et éviter justement ce risque pris à faire du cheap pour le fantastique, parce que c'est important, voilà, d'avoir si je puis dire, une maîtrise formelle importante dans le fantastique, pour pas que justement nous soyons tirés des rêveries ou des fantasmagoriques que propose l'auteur pour des soucis techniques. Là pour le coup, et finalement vous verrez, on en parlera dans Mégalomaniac, mais il y a effectivement beaucoup d'imageries fantastiques qui sont hyper intéressantes et sur lesquelles je vais revenir, et qui sont très maîtrisées. Alors on a un film qui est, si vous voulez, qui est à la croisée des genres, et c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement il y a des éléments purement fantastiques, moi je trouve, si vous voulez, fantasmagoriques et fantastiques. C'est un film qui a quelque chose de la porosité entre la réalité et la fiction continuellement, en fait, puisqu'il y a quelque chose de presque documentaire, ou si je puis dire, au moins réaliste, voire naturaliste. C'est tout un pan du récit qui est traité de cette manière, et il y a un pan qui est traité de manière beaucoup plus baroque, beaucoup plus horrifique et baroque, qui sont les visions qu'ont certains personnages dans le film. Alors, je ne suis pas encore rentré dans le synopsis, mais qui vraiment tranchent vraiment en termes d'esthétique, et ça qui est hyper intéressant. Et les deux, finalement, même s'ils sont des esthétiques qui sont très éloignées visuellement, elles sont parfaitement pertinentes, eu égard finalement à tout le contexte qui est posé. Et justement, je m'en vais dans un premier temps, avant de détailler et de rentrer dans quelques précisions, vous décrire le synopsis très simplement. Bon, idée est de spoiler un minimum, donc je vais vraiment faire quelque chose de très très simple. Je me suis un peu renseigné sur les sites pour voir jusqu'où ça allait, parce que je pense qu'on peut très vite arriver à du spoil, et c'est toujours ça qui m'inquiète quand je décris un synopsis, c'est vraiment l'idée de vous révéler quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, même si ça arrive dans les premières minutes. Là, pour prendre ça très simplement, on part finalement d'un fait divers belge qui est bien connu, qui est le dépeceur de Mons. L'idée c'est de partir de ce vrai fait divers, ce vrai tueur en série qui a dépecé, je crois, jusqu'entre 92 et 97, si je ne me trompe pas au niveau des dates, un certain nombre de femmes qui ont été, dont les corps ont été démembrés, mis dans des sacs poubelles et balancés à divers endroits. Donc série de crimes qui ont vraiment eu lieu, et on part de ce postulat-là. Et l'idée c'est de s'intéresser aux enfants en fait de ce tueur, puisque c'est eux qu'on va suivre, dont la jeune sœur finalement est aussi née d'une des victimes du dépeceur de Mons, c'est ce qu'on voit au tout début du film. Et pour le coup, on va suivre un petit peu comment ils vont vivre, comment ils se construisent. Alors le grand frère, pour le coup, lui continue, si je puis dire, le travail familial, il continue l'œuvre de son père, puisqu'il tue en série. Il est aussi tueur en série, il tue des jeunes femmes, ça on le voit assez vite. Et sa jeune sœur, pour le coup, elle essaie, autant que faire se peut, de s'acclimater, si je puis dire, de rentrer
dans le mécanisme social. Elle vit avec son frère, elle sait pertinemment ce qu'il fait, évidemment, mais pour le coup, elle essaie de s'intégrer dans un mécanisme social. Elle est une agent d'entretien dans une usine, et dans une sorte d'usine assez enfin, en fait, tout le climat globalement est assez sordide, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Et donc l'idée, c'est qu'elle est harcelée par deux de ses collègues qui sont deux rednecks, comme on peut en voir souvent dans le cinéma belge de genre. Je pense notamment au Calvaire de Fabrice Duvels, on est assez proche de ça. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ramènent un petit peu à ça. Et elle va être agressée donc sexuellement à plusieurs reprises par deux de ses collègues. Et pour le coup, elle va en parler à son frère, et il va se passer tout un tas de choses par la suite. Je reste vraiment très très flou. L'idée, c'est de suivre les deux enfants de ce tueur. Alors cette partie est fictionnelle, évidemment, et ça qui est intéressant, c'est qu'on a une sorte de porosité entre ce fait divers véritable et ce qu'on va imaginer de la suite des événements, si je puis dire, à travers cette filiation, cette hérédité. Parce qu'évidemment, d'emblée, là, ce qui saute à l'œil, aux yeux, effectivement, c'est la question de l'hérédité, qui est quelque chose d'important. Voilà, c'est la question de la nature et de la culture, si je puis dire, de l'inné et de l'acquis. Donc tout ça va être traité, si vous voulez. C'est ces deux enfants qui sont évidemment, l'un suit ce que faisait le père, continue son œuvre, et elle qui a envie de trancher avec ça, qui a envie de couper avec ça, et qui a envie de faire autre chose. Alors c'est d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est avant tout, et ça on y reviendra, un vrai portrait de femme, et c'est ce personnage-là qui est interprété par Eileen Schumacher. Il me semble que c'est son premier rôle, qui est une actrice incroyable, qui joue donc le personnage de Martha, de cette jeune sœur, qui est un personnage vraiment incroyable. Tout est finalement, tout est cristallisé autour de ce personnage-là, parce que le film a tout un discours sur le patriarcat en fond qui est hyper intéressant. Et justement, ce personnage qui va s'affranchir progressivement de l'emprise des hommes, finalement, de ces deux hommes dans l'usine, qui sont ces deux rednecks, vraiment, parce qu'il y a vraiment ce côté-là, on se croirait vraiment dans un film de redneck belge. Encore une fois, je parlais de Calvaire tout à l'heure, hein, mais c'est totalement dans cette optique-là. Pour revenir quand même aux références et continuer un petit peu dans cet état d'esprit-là, effectivement, comme on est dans un film de tueur en série, on va suivre le quotidien, notamment du frère. Mais finalement, tout ce qui va éclabousser sur la sœur, effectivement, et dans une certaine mesure, plus que dans une certaine mesure, elle va participer, si je puis dire, à certains moments. L'idée, c'est effectivement qu'on a des références à des films comme Maniac, par exemple, de William Lustig, hein, qui est une des pierres angulaires du film de tueur en série des années 80. Je pense à Henry, Portrait d'un serial killer aussi, de John McNaughton aussi, qui est aussi là, aussi présent, où on montre cette réalité extrêmement sordide. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on a cette manière de travailler, cette ruralité belge, avec si vous voulez, ce contexte social hyper glauque, hyper malsain, qui est filmé avec une sorte de naturalisme extrêmement dérangeant, parce que l'idée, c'est que cette caméra s'efface un petit peu derrière son sujet, avec quelque chose vraiment qui est de l'ordre du documentaire. On est très proche de ça, on s'efface, on est juste dans l'observation, dans le constat factuel, si je puis dire, de ce qui est en train de se passer devant la caméra. C'est très très dur, parce qu'il y a l'œil de la caméra, pour le coup. Le regard n'est pas un regard qui juge, qui porte quelque chose, qui porte un discours à proprement parler. C'est à toi, spectateur, qui reçoit ces images qui sont souvent très dures, et qui finalement en tire ce qu'il veut en tirer. Et c'est ça qui fait vraiment la force finalement du truc, renforcée finalement par ces deux personnages qui sont remarquablement interprétés, du frère et de la sœur. Alors je parlais de Maniac, c'est-à-dire dans Maniac de William Lustig, l'idée c'était quand même ce qui fait une sorte d'émanation du slasher très singulière dans les années 80, qui était vraiment de nous mettre du côté du tueur à proprement parler, même si finalement Halloween de Carpenter le faisait déjà dans sa séquence d'introduction. On était vraiment dans le regard du tueur au sens propre, puisqu'on était en plan subjectif. Mais là, comme dans Maniac, on vit son quotidien, on épouse sa perception, et c'est ça qui va donner un petit peu le deuxième pan esthétique du film, à savoir la question de la mise en scène, des visions de ces deux personnages, finalement des démons qui résident en eux, qui les taraudent, qui les torturent, à l'image en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler des shadow people, hein, pour revenir à cette légende urbaine. Mais ça, c'est ces personnages qui sont recouverts d'une sorte d'huile noire, et il y a juste leurs yeux qui ressortent très très blancs. Et il y a toutes ces séquences-là, on les voit dès le début, hein, de toute façon même le titre s'inscrit sur si je puis dire, le fantôme entre guillemets de leur père, qui est un personnage très costaud, chauve, qui est recouvert de cette huile noire, et qui seuls les yeux finalement extrêmement blancs percent, si vous voulez, les ténèbres de cette huile. Et c'est assez terrifiant, en fait. Alors, c'est pas particulièrement original, si vous voulez, mais je trouve que le traitement esthétique est hyper intéressant. Alors sans rentrer dans les détails, pour ne pas spoiler, il y a aussi une séquence à un moment donné de fantasme sexuel aussi, qui est travaillée avec cette huile noire, qui est très brillante aussi, et qui fait que visuellement il y a un travail de la lumière qui est vraiment hyper intéressant, notamment dans cette maison, puisque comme je disais tout à l'heure, on vit dans ce quotidien
avec ce tueur et sa sœur. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette maison, elle est complètement hors du temps, c'est une sorte de non-lieu et de non-temps. C'est une maison qui est presque dévorée par ses souvenirs et par les démons qui y ont vécu. C'est intéressant, au mur, il y a parfois des mosaïques qui encadrent certaines choses, notamment des fenêtres et autres, qui semblent dévorées par une forme de minéralité. C'est une maison qui semble en mutation, en transformation, et c'est hyper intéressant. Elle est un personnage à part entière, la maison, on y passe énormément de temps. Et elle est à la fois, encore une fois, ce truc un petit peu sordide de cette ruralité belge en perte de repères, si je puis dire, notamment à cause de cette condition sociale extrêmement dure, et notamment prolétaire ici. Et puis elle est finalement cette transition avec ce monde fantasmagorique. Donc le fait qu'elle soit finalement entre les deux, c'est un vrai entre-deux. Et c'est pour ça que je pense, pour moi, le film est vraiment un film fantastique, parce que c'est cette maison qu'habitent ces deux personnages, elle est finalement une frontière. Le fantastique, je rappelle, c'est cette frontière entre si je puis dire, la réalité et la fiction, l'imaginaire. On est entre les deux, entre la réalité et l'étrangeté. C'est ça, l'inquiète étrangeté freudienne, on a déjà suffisamment parlé sur la chaîne, j'ai suffisamment rabâché, mais cette idée-là, voilà, d'entre-deux, de différences sourdes. Et là, l'idée, c'est que cette maison est une frontière, elle est cette sorte de mutation entre la réalité et la fiction. Je crois que Karim Ouelach parle de Cronenberg, il y a quand même ce truc-là qui est très prégnant, je trouve, ici, notamment sur le travail des corps aussi. Mais voilà, pour revenir à cette idée qu'on a chez Cronenberg aussi, où le fantastique est toujours cette frontière. Et c'est une frontière qui est finalement un territoire à part entière, qui n'a pas de frontière. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est une sorte de territoire vertigineux qui est la frontière entre la fiction et la réalité. Et on est toujours entre les deux. On ne bascule pas, on est dans l'hésitation, etc. Et donc là, on a encore une fois cette hésitation sur la perception de ces visions, parce qu'on est tellement plongé dans la perception biaisée de la réalité qu'ont ces personnages-là, qu'ont ce couple de personnages, de frères et sœurs, que finalement on est toujours dans cette hésitation. Est-ce qu'il y a vraiment, cette maison est-elle véritablement hantée? Alors de fait, elle l'est d'un point de vue psychologique et psychanalytique, mais l'est-elle vraiment? Puisqu'il y a pas mal d'apparitions fantomatiques que moi je trouve hyper intéressantes visuellement et qui sont très très fortes et qui viennent vraiment trancher. On a quelque chose finalement soudainement de très baroque qui vient s'opposer de manière assez radicale à ce réalisme, à ce naturalisme presque en fait de cette représentation documentaire, si je puis dire, de cette société belge en crise. Alors, il faut le noter, le film est très violent, très dur à regarder, c'est une expérience douloureuse. Je parlais tout à l'heure de Maniac, de William Lustig, on pourrait parler aussi de Schizophrénia, ce film autrichien absolument terrifiant, qui avait une démarche assez, moi je trouve finalement assez proche. Alors je veux dire, graphiquement c'était présenté de manière très différente, mais il y avait cette démarche de pénétrer l'intimité, je puis dire même la perception, adopter, épouser, embrasser, plonger de manière vertigineuse dans la perception biaisée de la réalité d'un individu malade en fait, finalement. Et c'est ça qui était hyper intéressant et qui crée ce truc-là. On est continuellement finalement baladé entre diverses émotions. Le film est très amoral sur ça, pour revenir à Mégalomaniac aussi. Il y a vraiment un travail pour créer de l'empathie vis-à-vis de ces deux personnages, et notamment de la sœur, qui est un personnage très touchant, et je reviendrai sur la question du portrait de femme un petit peu plus tard. Mais pour revenir voilà sur cette idée-là, c'est très violent, c'est très dur à regarder, il y a une violence qui est très impactante, très froide. Alors je parlais pour continuer dans les références, je pensais donc à Maniac, j'ai dit à Schizophrénia, je pense aussi à l'un pour le coup de ses compatriotes qui est Fabrice Duvels, et je pense nécessairement à Calvaire, qui pour moi se rapproche beaucoup, parce qu'il y a tout un truc aussi, un passage du film qui traite d'une séquestration aussi. Mais cette approche de la violence, puis le viol, je pense aussi à ça, c'est deux choses qu'on retrouve et qui sont des thématiques finalement assez proches. Il y a une séquence de repas aussi qui ramène à Massacre à tronçonneuse, et Calvaire était une relecture à sa manière de Massacre à tronçonneuse, ou du moins il y avait dans les Ardennes belges. Donc il y a vraiment ce truc là qui est très très prégnant. Il y a toujours, au passage, pour refaire quand même le lien avec Calvaire, que je parte pas ailleurs, mais il y a toujours ce côté humour aussi très particulier. C'est un humour extrêmement noir, parce que le film a quelque chose parfois de la comédie noire. Et pour rebondir sur ce chef-d'œuvre qui est Calvaire, et pour faire du lien avec un autre film, je pense au film de Quarks aussi, qui est Tous les deux du ciel, film aussi incroyable que je vous conseille très très fortement, et qui a beaucoup aussi de proximité avec ce Mégalomaniac, parce qu'il y a quand même cette idée de frères et sœurs qui ont une relation extrêmement étrange, complètement dysfonctionnelle, avec pareil ce travail sur une approche très très documentaire de la ruralité belge, et en même temps ces hallucinations, ces fantasmes, ces trucs très étranges. Alors pour le coup chez Quarks, il y avait quelque chose de très Cronenbergien dans certaines visions, mais pour le coup on bascule dans quelque chose de beaucoup plus baroque lors d'hallucinations, en nous plongeant finalement dans les tripes et les fantasmes des personnages principaux, notamment du frère dans le cas de Tous les deux du ciel. Et puis cette idée que le frère et la sœur sont des frics, en fait sont traités comme des frics. Il y a un vrai amour en fait pour
pour ces gens, ces laissés de côté, ces laissés pour compte, ces monstres à proprement parler qui sont terrés dans leur maison, qu'on met de côté parce qu'ils sont différents de la norme. Et là il y a un petit peu ce côté-là aussi qui est très présent, et puis la relation qui s'y entre les deux, qui est très ambiguë, qui est très étrange, qui est très dérangeante. Tout ça c'était aussi présent dans Tous les Dieux du ciel. On retrouve un petit peu ça, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une vraie proximité, il y a un lien qui se tisse en fait. On n'est pas, je pense, dans une référence forcément directe, où il faudrait voir avec Gary Mollasch si vraiment il y a une référence à ça ou du lien à tisser avec ça. Mais moi je trouve que c'est important, c'est de faire dialoguer aussi les films, dialoguer les œuvres. Et il y a quelque chose finalement dans ce fantastique francophone, belge si je puis dire, quelque chose qui dialogue vraiment et qui est hyper intéressant. Et donc pour le coup voilà, on a ce truc là. Et puis pour le coup, pour revenir à cette question de la violence est traitée de manière très à froid, comme l'humour en fait en parallèle. Et c'est ça qui rend les choses particulièrement dérangeantes, déstabilisantes. On ne sait pas vraiment si on doit en rire. Alors, on a quelque chose dans le cinéma belge qui est toujours héritier dans une certaine mesure, et puis c'est aussi un film de tueur en série, un très grand film de tueur en série, un chef-d'œuvre si je puis dire même, qui est arrivé près de chez vous aussi, qui est toujours présent là en fait, où on a cet humour noir, très froid, très frontal, très dur, et qui côtoie finalement, ou le grotesque parfois côtoie une sorte d'ultra-violence extrêmement dure et réaliste, et traitée de manière très réaliste. Et puis ces fulgurances grotesques à côté, donc tout bouge en fait, tout est en mouvement, tout est palpitant, tout est viscéral finalement, c'est pas des films qui sont... c'est des vraies expériences viscérales et sensitives, et on retrouve ça ici de manière extrêmement bien travaillée, avec une mise en scène qui est au cordeau. Les plans sont magnifiques, les deux photographies si je puis dire, parce que pour moi il y a quand même deux travaux très différents sur la partie réaliste, qui est très morne, très grise, mais qui est absolument visuellement sublime. Et à côté de ça aussi, ce qu'on trouve dans la partie fantastique, il y a une rigueur dans les cadres, dans la construction des cadres, qui est absolument hallucinante. Donc le film est, au-delà de la dureté et de l'horreur de ce qu'elle raconte, du sordide de ce qu'elle raconte, un objet filmique absolument sublime. Et pour revenir sur ce portrait de femme, puisque nous avons ce personnage de Martha, donc qui a un personnage incroyable, qui est interprété par Eileen Schumacher, qui est une actrice incroyable, qui est vraiment dans cette posture de Fricks aussi, comme son frère. Le frère d'ailleurs intéressant, aussi interprété, je me rappelle plus par le nom de l'acteur, mais c'est un type que j'avais déjà vu dans un film aussi belge, que je vous conseille très fortement, qui s'appelle Yumi, qui était un film de zombies, qui était une invasion de zombies au sein d'une clinique de chirurgie esthétique en Europe de l'Est. Le film était très drôle, mais un vrai film de zombies en même temps, c'est-à-dire c'est un petit peu comme Rec 3, comme Shaun of the Dead aussi dans une certaine mesure, qui sont des films qui ont un parti pris comique, mais qui sont aussi de vrais films de zombies, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, pour le coup, de parodique pour parler de Shaun of the Dead et de Yumi, mais en même temps, il y a quelque chose de profondément viscéral, dur et tragique dans ces films-là, ce qui est aussi le cas ici. Et donc pour le coup, cet acteur-là, moi je trouve intéressant parce qu'il a un côté très beau gosse en fait, ce physique finalement très, très séduisant en fait. C'est un personnage qui est quand même assez, finalement on le voit assez apprêté, qui a des traits très angéliques finalement. Je trouve ça hyper intéressant. Alors c'était justement, il était traité comme ça dans Yumi, comme c'était un peu le beau gosse, un peu ténébreux du film. Et là je trouve que c'est intéressant parce qu'il le traite un petit peu de la même manière, j'entends physiquement, quand il travaille son corps, notamment quand il est torse nu, etc. On voit que c'est quelqu'un qui a une musculature très sèche, mais qui a un très beau corps, qui est très, voilà. Et c'est mis en contrepoint en fait finalement avec la violence finalement arbitraire de ses actes, que je trouve très intéressante aussi dans ce personnage là, qui est un personnage plus discret, plus en retrait, mais qui est vachement intéressant quand même, puisque finalement encore une fois on se centre sur la sœur, et finalement le devenir de cette sœur est hyper intéressant. Alors là je veux pas spoiler du tout, je veux vraiment rester dans un retour très superficiel certainement par rapport à ce qu'est le film véritablement, et par rapport à sa richesse et son immense richesse, mais je trouve que voilà, cette manière de traiter l'affranchissement de ce personnage du patriarcat en fait, qui passe nécessairement par une sorte de violence, par une sorte d'embrasement et d'enlacement du chaos, parce que c'est ça en fait, c'est que ce personnage là réfute, si je puis dire, sa nature, si je puis dire, son héritage va être amené par la force des choses, à cause finalement de cette société qui ne fait que pervertir l'individu, va être ramené finalement au chaos. Alors chaos qui est inhérent à l'humanité, c'est ça qui fait aussi les grands films, c'est quand finalement on parle de quelque chose de foncièrement universel, et là on parle de quelque chose d'universel, c'est ce chaos qui est présent en chacun de nous, et finalement sa libération en fait, c'est le fait qu'elle se libère, qu'elle s'affranchisse de ce patriarcat, son père, son frère, ces individus qui travaillent avec elle à l'usine,
les deux violeurs, mais également celui qui est présent mais qui ne dit rien. Il va passer par le fait d'embrasser ce chaos, d'accepter ce chaos, et par une nécessaire violence en fait à terme. Donc le film va prendre finalement un chemin qui est attendu à terme. C'est pas surprenant par rapport à la direction que prend le film. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est amené et la manière dont elle est travaillée en tant que personnage foncièrement extrêmement ambigu, puisqu'il y a tout un passage du film justement où elle prend le pouvoir assez vite en fait dans le récit, notamment à travers une jeune femme qui va être récupérée par son frère, et qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis il y a tout un travail aussi sur, c'est toujours encore une fois nous plonger dans ses visions, ses hallucinations, ses fantasmes. Et là intervient encore une fois le fantastique, mais c'est une manière un petit peu plus discrète à certains moments où elle dialogue avec une sorte de doppelganger, si je puis dire, qui est finalement presque l'incarnation de ses pulsions, de son ça, si vous voulez. Elle, qu'elle est finalement conséquentiellement à son père et qu'elle refuse, ce chaos finalement intérieur. Et je trouve que tout ça, en fait, il y a une mise en scène qui est vraiment intéressante parce que c'est... Alors, un petit peu comme chez Fabrice Duvels, en fait, il y a toujours ce travail, on parlait tout à l'heure de la maison, en fait, qui est un personnage à part entière, et qui est cette frontière entre la réalité et la fiction, la réalité et l'imaginaire, la réalité et le fantasme. On est dans la mise en pratique d'espaces mentaux, en fait. Cette maison est finalement de presque expressionniste, si je puis dire. Les décors expriment l'état interne des personnages. Là, on a vraiment ça dans la maison, en fait, où on a tout un tas de séquences dont le cadre est construit pour pouvoir susciter l'espace mental. Et ça, c'est très intéressant. Mais déjà, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, cette maison qui est dévorée par une forme de minéralité, où on voit il y a des moments où elle est en mutation sur certains endroits, elle est finalement en même temps à l'abandon et en même temps habitée, ou qui sont habités de manière finalement implicite, ça crée tout un tas d'espaces mentaux hyper intéressants, et ça témoigne finalement de l'état interne des personnages, de leurs atermoiements, de leurs dilemmes, de leurs questionnements, de ce chaos qui bout à l'intérieur et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et tout ça, en fait, finalement, cette jeune femme qui est encore une fois un vrai fric, c'est vraiment ça, qui est vraiment traité comme tel, qui a un physique atypique, je pense à... on parlait tout à l'heure de Tous les deux du ciel, avec le personnage qui est interprété par Mélanie Guédos, qui était un personnage que je trouve incroyable et qui est bouleversant, touchant. Elle est exactement dans cette même approche-là. C'est ce personnage-là qui est traité par les autres comme étant un monstre, en fait, et qui va, à terme, en fait, c'est vraiment ce truc-là qui va embrasser, finalement, son pendant monstrueux, et révèle par là même leur monstruosité. Et d'ailleurs, si on va un petit peu plus loin, par extension, notre propre monstruosité, à quoi tient finalement à terme notre humanité, parce que c'est ça aussi le film de monstre, c'est se questionner sur ce qui fonde notre humanité, pour pouvoir se libérer de tout ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant et bouleversant, parce qu'elle est extrêmement touchante, et finalement, son devenir chaotique, son devenir presque barbare, tragique, c'est foncièrement tragique, c'est ça finalement qui nous embarque pleinement et qui fait qu'on a une totale empathie pour elle, et c'est ce qui fait finalement l'immense amoralité du récit, et ça que je trouve extrêmement intéressant. Donc c'est un film que je trouve magnifique, extrêmement dur, et c'est pour ça que je tiens quand même à me poser ce disclaimer là. Mégalomaniac est un film très dur, très violent, à pas mettre devant tous les yeux, vous êtes prévenus, mais c'est un film qui est, si vous avez cette sensibilité là pour ce type de genre et cette approche du genre qui pour moi est finalement très belge, en fait, je trouve qu'il y a une vraie école belge, j'entends récente, du cinéma fantastique et du cinéma horrifique. Moi vraiment je vous conseille de vous plonger dedans. Si vous avez apprécié le travail de Fabrice Duvels, il faut y aller parce que c'est un film qui est très très beau. C'est tant est que, encore une fois, vous avez cette sensibilité là à ce type d'approche horrifique, parce que c'est un film d'horreur, faut quand même, voilà, il y a une vraie approche horrifique, mais c'est de l'horreur sociale, c'est de l'horreur profondément symbolique, c'est de l'horreur qui est viscérale, c'est une expérience douloureuse mais qui est indéniablement extrêmement puissante, aidée notamment par sa mise en scène, mais aussi et surtout par ses acteurs que je trouve encore une fois absolument incroyables. Encore une fois, mention spéciale à Eileen Schumacher que je trouve bluffante de bout en bout, qui est tour à tour absolument terrifiante et totalement bouleversante, touchante. C'est assez incroyable, il y a une sorte de palette de jeu d'une richesse inouïe. Alors moi je vous prends les deux extrêmes en posant ça, mais il y a de multiples subtilités, mais je trouve que finalement son compagnon de jeu ne démérite pas, effectivement, parce que lui est très très bon aussi finalement, et la manière de travailler, encore une fois, son physique, je trouve aussi intéressant. Il y a un travail sur les corps globalement dans le film, c'est un vrai film sur le corps vraiment aussi, à travers encore une fois ses visions fantastiques, mais aussi ces deux personnages principaux que je trouve incroyables. Et quand même mention aussi à noter pour les deux personnages aussi, enfin les trois d'ailleurs qui sont dans l'usine aussi, qui sont des personnages aussi remarquablement interprétés
remarquable de veulerie, de perversion, mais aussi de pathétique que je trouve hyper intéressant. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille de découvrir très vite si, encore une fois, vous avez le cœur bien accroché, si c'est un genre de cinéma qui vous plaît, si ce que je vous ai dit jusqu'à l'heure vous avez envie. N'hésitez encore une fois de pas de faire une analyse, mais de vous poser une manière de vous donner envie d'y aller. Vous trouverez le film sur Shadows, donc allez-y. Comme je dis, c'est pas un placement produit ou quoi que ce soit, une sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire voilà, c'est là où on peut le trouver. Et puis je pense qu'il faut saluer le travail de Shadows parce qu'ils font tout un truc super et vous avez au-delà de ce film-là une grande richesse d'œuvres sur la plateforme. Et puis de toute façon, on va se retrouver d'ici quelques temps, certainement pour un podcast en duo qu'on a déjà enregistré depuis quelques temps, mais que je n'ai pas encore fini de monter, mais ça arrivera. Pardon Julien. Et puis on reviendra sur d'autres œuvres que j'ai pu découvrir pendant les vacances, que j'en ai découvert pléthore. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous remercie de votre écoute, et puis des gros bisous. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos avis sur le film dès que vous l'aurez découvert, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. À très bientôt, salut!